décalage qui se fait dès le moment où on rentre dans les traitements. Les deux articulés mesurés au compteur très important, mais en même temps, ça a eu un effet sur nos choix. Puisque le choix de nos pivots, on a dit dès le départ, s'il n'y a pas de compteur, je n'en veux pas. Donc on a déjà éliminé de facto un certain nombre de pivots parce que c'est lié avec le compteur. Donc ça restreint le choix des pivots, mais on n'avait pas le choix, il fallait vraiment qu'on ait ce genre de situation. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est un panneau indicateur. Comment est-ce que le gars qui va arroser va savoir qu'il doit changer de régime? C'est ici. Bon, le pivot passe là, hop, il s'arrête là, il sait qu'il faut passer au prochain traitement. Donc ça, c'est le point de repère. Le point de repère pour l'irrigateur. Et croyez-moi, au départ, c'est assez difficile de venir placer ces points de repère dans le champ. Donc c'est un travail qui a pris pas mal de temps. Donc voilà, un gros boulot pour eux. Il a même fallu, dans un cas, pour refaire ce genre de travail, à chaque fois que le pivot passe sur ça, on change de traitement. C'est comme ça qu'on a pu séparer les différentes tranches du camembert. Donc, pour vous dire ce que Harold nous a déjà dit, nous avons complété les essais dans l'irrigation déficitaire. Nous avons 4 années de résultats de vous présenter. Et je vais faire grâce des différentes années parce que c'est assez répétitif. Je vais directement à l'ensemble, à la moyenne de ces 4 saisons. Donc, bon, ce n'est pas exactement un cycle de canne, mais on a assez de données pour pouvoir venir s'exprimer avec certaine confiance sur ces résultats. Donc, si vous regardez les résultats qui sont systématiquement supérieurs à T80, systématiquement supérieurs à T60, comme attention. Ok, sans ça. Le rendement exprimé en tonnes de canne à l'hectare, la moyenne de ces 4 saisons. Si vous regardez les T100 par exemple, Borotou fait bien mieux que Ferquet. Les Zénula, malheureusement, un petit peu montré. Et il y a ce changement. À Zénula, vous voyez que T80 et le T100 sont assez semblables, le T60 est quand même un peu plus faible. À Borotou, le T100, le T80 et le T60 se ressemblent beaucoup. C'est du 120 plus ou moins. Et à Ferquet, le T100 est bien supérieur à T80 ou T60. Entre Borotou idem, à Ferquet, oui, il y a une grande différence à 95%. Le T100 et le T60, ici Zénula et Ferquet, il y a une grande différence, mais à Borotou, il n'y a pas de différence. En fait, Borotou, il n'y a aucune différence. Et à Zénula, il y a une grande différence entre les T80 et les T60, mais pas il n'y a pas de différence. Idem pour Borotou. Mais à Ferquet, il y a une différence entre les T100 et les T80, et une grande différence entre les T100 et les T60. Ok. Pour résumer, on va passer sur les doses qu'on a appliquées. On a vu les rendements. Mais chaque rendement est associé à une certaine dose que nous avons mise. Donc, à Zénula, le T100, à peu près 410, 420 mm d'eau en moyenne pour saison, 350 pour le T80 et un peu moins de 300. Borotou et Zénula se ressemblent beaucoup en termes de doses appliquées d'après les chiffres que nous avons. C'est du 350 mm en moyenne dans les plus bas. Alors qu'à Ferquet, il a fallu mettre 413 mm en moyenne, avec un T100 qui est supérieur, nettement supérieur à 500 mm. Donc, les besoins en eau de Ferquet sont nettement supérieurs. Malgré ça, il y a eu une chute de rendement entre ce traitement et ce traitement. Okay. Cela s'explique évidemment par les conditions agroclimatiques que nous avons dans ces zones. À Ferquet, qui est dans le nord, le déficit hydrique cumulé sur une année, d'après cette code, se situe autour de 750 mm. Okay. Alors que si on fait le même exercice pour Zénula et Borotou, ils sont quand même assez proches. Zénula 350 et Borotou 400. Donc Borotou et Zénula se ressemblent pas mal, mais Ferquet est un cas plus spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement moins de, mais surtout il y a plus de demandes. Il y a l'armatan terrien qui affecte la zone de façon beaucoup plus importante que les deux parties plus au sud. C'est pas trop visible ici, mais aussi associé à ce déficit hydrique plus important de Ferquet, il y a le fait que la durée de la saison sèche est plus grande, plus longue. Octobre à mai à Ferquet, novembre à avril, mars, avril dans les deux autres. Donc on a quand même 2 mois où c'est moins sec. Donc, en prenant en considération ces 2 éléments, voilà ce qui nous explique dans les grandes lignes pourquoi à Zénula et à Borotou, on peut faire du T80, donc on peut réduire un peu la dose sans être significatif. Il y a un effet, bien sûr, vous avez vu.
petite chute de rendement, mais ce n'est pas significatif. Alors qu'à Ferté, ce n'est pas le cas, la chute de rendement est significative. Ici, sur cet essai, on est en mesure de conclure conditions dans lesquelles nous avons fait cet essai, à savoir que ces 3 essais ont été mis vers la fin de la saison, puisque nous avons commencé le travail vers mars 2009. Donc tous ces essais sont des essais qui sont venus vers la fin de la saison, et je ne veux pas m'avancer à dire que ce sera la même chose pour ce genre d'essai. Si on avait fait la même chose en début de saison, c'est un peu difficile à dire, les conditions seraient différentes. Premièrement, on peut recommander le T80 avec un gain potentiel d'environ 15% à l'eau. Donc on peut faire de l'irrigation déficitaire, on peut gagner un peu d'eau. Ce que nous allons faire cette eau, Harold va vous expliquer plus tard quelles sont les potentialités, etc. de l'utilisation de cette eau. Les eaux que nous avons, disons, gardées en réserve. Même chose pour retour, le T80 nous a donné un résultat satisfaisant avec un gain de 15%. Le T60 même, on a vu qu'il n'y avait pas de différence significative, mais là, vraiment, je ne veux plus m'avancer, parce que là, j'ai peur. Donc, je m'arrête à T80, je vous dis, ok, T80, je suis confiant, T60, malgré les résultats, etc. Le chercheur que je suis préfère être, comme disent les Anglais, on the safe side. Je préfère rester un peu de l'autre côté, un peu plus. Par contre, à Ferté, évidemment, il y a une chute de rendement, donc il n'est pas possible de venir recommander cette pratique agronomiquement. Agronomiquement pas recommandé, mais c'est peut-être économiquement rentable, puisque l'eau que vous avez en plus, que vous n'avez pas utilisée dans le T80, qui vous aura coûté X tonnes de canne, X tonnes de sucre, vous aurez perdu ça, mais combien est-ce que vous aurez gagné de l'autre côté? Ça, c'est un petit peu en dehors de ce qu'on peut faire. C'est Harold qui va vous en parler de façon très préliminaire, bien sûr, dans les études économiques qui ont été menées sur ce thème. Voilà, donc l'irrigation déficitaire, d'après les thèmes de référence, ça a été fait. Il y a bien sûr d'autres questions qui seront soulevées dans ces résultats. On va essayer, Harold va essayer de répondre à ce qui est économique. S'il y en a d'autres, on va essayer de répondre. Maintenant, le deuxième thème de recherche, c'était la caractérisation, l'inventaire des caractéristiques hydrologiques des sols. C'est quoi? Ce n'est pas un essai à proprement parler, mais c'est un inventaire. Un inventaire, ça veut dire qu'on vient et qu'on caractérise et qu'on cherche à cumuler des informations, des données pour éventuellement venir avec, je ne sais pas, une cote des sols. Hein? Donc, le but, c'est de déterminer les caractéristiques hydrologiques pour une meilleure gestion des systèmes d'irrigation. Pourquoi une meilleure gestion? Parce que les différents paramètres hydrologiques des sols nous permettent de faire une irrigation plus pointue. Si on veut, on n'utilise pas cette eau de façon aisée. Donc il y a ce qu'on appelle un stress qui va se développer. Aussitôt qu'on aura épuisé la RFU, on est rentré dans le stress développé. Il y a ce moment, il y a automatiquement, il y a un chute de rendement. Il y a un effet sur le rendement, une location probablement va souffrir, etc. Donc le pilotage de l'irrigation, on va s'assurer que dans les grandes lignes, à chaque fois que la RFU est épuisée, on va remonter le sol. On va revenir et arroser. Hein? C'est ça qui nous permet de venir dire, ok, c'est la base de mon irrigation. Si j'ai épuisé ma RFU, il faut absolument que je revienne, sinon ma canne est stressée. Bien sûr, il arrive souvent que l'on ne peut pas revenir. Alors on sait qu'on a épuisé la RFU et qu'on est rentré dans les stress hydriques pendant un certain nombre de jours. Voyez. Donc voilà. Donc ces échantillons de sol là sont sur les plaques extractives, okay, qui vont aller dans ces noirées à pression, et on va mettre une pression dedans, et là, on va laisser stabiliser l'échantillon, on aura les mesures de point de pétrissement et de capacité. Cette photo que j'ai prise chez toi, très bien. Il y a des efforts assez conséquents à faire au champ, et de ramener tout ça au laboratoire, etc. Donc ça va se faire en temps et lieu. On va donner priorité, je pense. Il y a on le fait. Il est en train de fabriquer des mesures c'est pas mal, c'est déjà ce qu'il a à faire. Ferté, je ne sais pas, est-ce que ça vaut la peine pour toi de rentrer dans le détail de l'OBSC qui le fait. Le choix de l'équipement a été fait à notre niveau pour l'OBSC, de trouver un équipement qui soit petit et facilement utilisable pour que nos amis puissent le faire sans avoir à mobiliser beaucoup de personnes et beaucoup de matériel. Ça, c'est quelque chose qui restera à faire. Voilà, donc conclusion, je n'ai pas de conclusion. C'est un travail qui continue.
Troisième thème de recherche, le pesant de la canne. Donc, trouver, calculer la quantité qu'il faut et faire en sorte que ce qu'on va mettre correspond à ce qu'il faut. Grosso modo, c'est ça. L'irrigation, c'est quoi finalement? L'irrigation, c'est est-ce que je dois irriguer? Quand est-ce que je dois irriguer? Et combien je dois mettre? Donc là, ici, l'objectif de cet essai est de venir voir à chaque stade de croissance. Bon. Pour les non-initiés, la canne, on peut la diviser en 4 stades de croissance. Il y a la première étape qui est soit la germination, soit la pousse. Et puis il y a le calage, quand les tiges se multiplient. Et puis ça, quand les tiges commencent à pousser, c'est l'élévation. Et puis ça, vers la fin, un mois, 2 mois avant la récolte, il y a ce qu'on appelle la maturation, le moment auquel la canne accumule le sucre dans ses tiges. On va récolter des tiges, donc il y a intérêt à ce qu'il y ait un maximum de sucre. Maintenant, pour avoir plus de sucre, il faut avoir moins d'eau. Donc ça, c'est quelque chose que je demande oui, pour avoir plus de sucre, il faut avoir moins d'eau, parce que en mettant un petit stress hydrique sur la canne vers la fin du cycle, la canne est sous stress, elle a un réflexe de défense. Je suis stressé, qu'est-ce que je fais? J'accumule les réserves. La réserve d'ici du c'est ça. Pour la canne, c'est le sucre. La canne va accumuler du sucre quand il y a un stress hydrique. Donc ces besoins, les apports d'eau, finalement, il y a des différents calculs à faire, il y a différentes mesures à faire. Donc c'est tout à fait comparable au premier essai, ça veut dire qu'on a des champs commerciaux, les 2 essais vont être cette fois. On calcule à nouveau les besoins hebdomadaires, on a 3 traitements. Il y a la méthode habituelle, ce qu'ils font actuellement, la plupart sur les 3 sucreries. Il y a la méthode de l'ETC. L'ETC, c'est l'évapotranspiration. Donc, le calcul des besoins en eau basé sur l'évapotranspiration. Il y a un troisième traitement que nous avons mis, les maximum minimum, température du jour, l'insolation, le vent, l'humidité avec les thermomètres secs, etc. Donc, on a tout ce qu'il faut dans ces 3 propriétés pour faire ces calculs. Et avec un petit logiciel de la FAO, le logiciel Calculator, on n'a qu'à prendre ces chiffres tous les jours, on met ça dans le logiciel et ça nous restitue sur une base journalière un besoin en eau, le kilo, sur lequel nous frappons le facteur de croissance, on a le TC. Donc c'est la même chose pour tous les 3 sites. Le troisième traitement a fait qu'ils avaient un logiciel Polysyrie. On les testé, donc c'est rentré dans le 3e traitement. À Zénolève, au retour, on commençait avec des doses prédéterminées. Et puis ça, il y a 1 an ou 2, avec ce qu'on voyait comme résultat avec le traitement descend dans l'essai d'irrigation déficitaire, les amis de Zénolève et de Bordeaux ont préféré changer et rentrer avec une dose descente. Okay. Comme le faisait dans le premier essai. Donc les résultats, il n'y a pas beaucoup à raconter ici. Premièrement parce que les essais ont commencé avec le retard. On n'a pas commencé en 2009 contrairement à d'autres autres, on a commencé en 2010 ou en 2011. Voilà. Et puis malheureusement, donc les résultats ne sont que préliminaires, puis malheureusement on avait des problèmes des parcelles. On avait des parcelles par exemple où on avait des coefficients de variation nettement supérieurs à 15%. Donc statistiquement ce n'était plus valable. Puisque la parcelle elle-même était variable. À l'intérieur de la parcelle, il y avait des placettes très variables. On a dû abandonner, on a dû bouger vers d'autres champs. Il y avait d'autres problèmes dans ce genre. Finalement, avec les changements de traitement à Zénolève et Bordeaux, je ne peux que vous présenter quelques résultats préliminaires de Ferquet, puisque à Ferquet, ils ont réussi à faire cet essai sur 3 saisons. Résultat de Ferquet, sur les 3 saisons, tout ça. Il y a un petit gain ici pour la méthode sucre, un petit gain ici pour la méthode de Zénolève. Et avec les variations, il n'y a pas de différence significative. Il n'est pas significatif. Il n'y a rien à conclure sauf que il n'y a pas de différence. Pour le sucre, c'est la même chose. Quand vous faites ça, pas de différence significative. Aucune différence significative. Par contre, en ce qui concerne la quantité d'eau, à faire que les 3 traitements ont plus ou moins la même quantité d'eau, mais à faire que le traitement Osiris a utilisé moins d'eau pour avoir le même rendement. Ça demande à être bien vu et revu avec les amis du Ferquet. Pourquoi?
Donc, observation, donc pas de conclusion, mais des observations. Pas de différence significative entre les trois traitements. La méthode est série plus économe en eau sur un de ces traitements. Voilà, et puis ça, à faire qu'un on met plus d'eau, pourtant on y a moins de rendement. Ce sont des choses à considérer. Voilà, donc pas de conclusion, mais que quelques observations en attendant que les résultats viennent dans le temps. Donc pour terminer, c'est fini. Donc je voudrais remercier tous les amis du PAC, l'aide qu'ils ont apporté. Sans eux, c'est impossible à faire tout ça. Tous nos amis des sucreries, évidemment, des artistes de sucriers, les docteurs Péné, messieurs de Sucricor, dames de Sucricor. Sans vous, il n'y a rien de fait, ça c'est sûr. Sans vous, il n'y a rien de fait. Et l'Union européenne pour le financement. Et évidemment, si j'ai raté quelqu'un, je m'en excuse. J'ai essayé de couvrir autant que possible les gens qui m'ont dit. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci, docteur Ronald Young. Je pense que je vais laisser la parole à l'assistant pour d'éventuelles questions. Et puis, peut-être au cours des échanges, certaines préoccupations vont être levées et les éclairages vont être mis. Donc, la parole est libérée. Vraiment, votre exposé, je suis avec beaucoup d'intérêt. Et il y a un élément sur lequel je voudrais revenir. Sur le PRC, l'un des objectifs, c'est d'avoir une augmentation du rendement du sucre hectare autour de 20%, et une réduction du coût de production de la tonne de sucre de canne autour de 20%. Donc c'est ce chiffre 20% là sur lequel je voudrais vraiment m'attarder. Dans vos exposés, les chiffres qui ont été donnés sont en dessous de ces 20%. Ils sont plus de 17%, 16%. Je voudrais vraiment essayer de comprendre comment est-ce que, je sais qu'il y a beaucoup pour avoir ce chiffre de 20%, on peut avoir des chiffres qui peuvent être au-delà de 20%, et c'est la moyenne qui peut permettre d'atteindre les 20%. Mais ce que je voudrais comprendre, à votre niveau, comment est-ce qu'on peut améliorer, ne serait-ce que sur le côté de l'irrigation, comment améliorer ce chiffre-là, ce gain-là, puisse atteindre au moins 20%. Il faut bien comprendre que les 20% ne seront pas additifs. Ça veut dire qu'on n'aura pas 20% avec l'irrigation, 20% avec la fumée, etc. Non. On aura, mon ami Souman va vous en parler plus tard, pour atteindre 20% d'augmentation, c'est un objectif très ambitieux qui requiert que l'on change de système de culture dans pas mal de pratiques que nous avons, et que les 20% ne seront pas obtenus uniquement avec l'irrigation. Les 20% seront obtenus avec l'apport de différents parties. Donc ça, je ne parle que d'une infime partie. C'est on va dire une infime partie, une partie importante, mais ce n'est pas la seule partie qui nous intéresse. Il y a l'irrigation, il y a l'eau, ça va nous permettre de gagner. Là, ici, on a trouvé 15% sur l'irrigation déficitaire. Il y aura d'autres axes de recherche qui vont nous aider à augmenter la productivité, en espérant que quand on combine tout ça, on atteindra les 20%. Bon, les 20%, c'est un objectif. C'est un objectif, ne me demandez pas pourquoi c'est 20%, je ne sais pas. Mais, si vous voulez augmenter les rendements de 20%, arroser les parcelles non arrosées, vous saurez déjà par exemple, ça c'est une possibilité. Non, c'est pas seulement ça. C'est 5% de l'irrigation, 5% de la fumée pour avoir ça. Donc il y a cette ambition d'aller jusqu'à 10 tonnes moyennes à l'hectare. Donc le différentiel de 2 tonnes à l'hectare divisé par 8, ça fait 25% d'augmentation de rendement. Bon, pour être dans le safe side, comme je le disais tout à l'heure, on peut dire globalement 20% d'augmentation. Voilà l'historique, on va des 20%. Voilà l'historique. Un gain de rendement tonne hectare. Voilà, tonne sur hectare. Pour être compétitif. 8 à 10. Donc voilà. 2 points à gagner. Exactement. Pour finir avec l'étude économique, au retour, on pourrait passer aisément de T100 à T80, voire même T60 dans cette structure. Ça, je ne dis pas. Je ne préfère pas. À Genoula, on pourrait passer de T100 à T80 et vous ne conseillez pas à faire
Non, attention, je dis qu'agronomiquement, Ça, c'est le le- chiffre indique de ne pas le faire. Mais économiquement, Aaron a une autre opinion là-dessus. Maintenant, la question que je voulais poser, cette conclusion-là ne peut pas être influencée par des éléments comme la nature du sol ou le facteur variétal. Absolument. Absolument. Il y a tout ça à considérer. Nous avons choisi au départ des bons pivots. On a demandé ce qu'on ait des pivots relativement neufs, etc. Donc le matériel, pour être, tout ça, pour être disons, confiant de ce qu'on fait, on a pris le meilleur matériel possible. En même temps, on a choisi des champs, des parcelles où le sol était représentatif de l'ensemble. C'est ce que j'ai toujours demandé. C'est est-ce que votre sol que vous allez me donner là, votre champ, c'est le meilleur champ, ou bien c'est un champ représentatif? C'est ce qu'on a choisi, et avec les variétés qui étaient à ce moment en train d'être plantées, donc privilégiées. Voilà, c'est des privilégiés. Cela dit, bien sûr qu'il y aura des variations avec les différents sols, il y aura des variations avec les différents variétés, mais on ne peut pas, si on rentre dans tous ces détails, ce n'est pas 3 essais qu'il nous faut, c'est plus que ça. Donc on a déjà ce résultat, il est, disons, on a conclu, mais c'est quelque chose de préliminaire dans ce que vous allez faire, vous, comme pratique chez vous. Parce que Harold va vous le dire, ce n'est pas parce qu'on a trouvé que T80 peut brancher à T80, on va vous dire T80 à T80, tout le champ. On fait un projet pilote, on s'assure que dans certaines conditions, ok, ça mange. On s'assure que ça mange. Une nouvelle pratique ne s'étend pas à un complexe de seul. Une nouvelle pratique s'étend à un complexe de façon graduelle et avec des précautions d'usage. Donc, pour répondre à ta question, oui, absolument, il y aura des variations. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de grandes variations. Je ne crois pas, mais peut-être que vous me trouvez le contraire. Je ne crois pas qu'il y aura de grandes variations. Moi, maintenant, je suis plus préoccupé par le fait que nous avons réussi à faire ces essais en fin de cycle, ça veut dire qu'on a planté en mars, donc en fin de saison. Qu'en est-il du début de saison? Parce que si on plantait en début de saison, le profil du déficit aurait changé. Le déficit hydrique aurait changé. Et parce que la canne aurait été stressée à une autre période de sa croissance, il se pouvait qu'on n'aurait pas les mêmes résultats. Donc c'est là que je dis, ok, d'ailleurs j'avais dit à Minaté quand elle m'avait posé la question, je pense que c'est tout à fait pertinent ce que tu veux dire. Bon, ça va prendre 2 ou 3 ans, et vous aurez une ça. Nous, on était tenus de venir faire une transition. Maintenant, on aurait pu me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait un essai en début, un essai en fin? Le thème que vous avez traité, à savoir l'éducation déficitaire, en plus des essais qui doivent peut-être être achevés, est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels on devrait poursuivre en termes de recommandations, la recherche, pour mieux apprécier les résultats, les premiers résultats donnés à travers votre thème? On pourrait venir jouer avec l'éducation pour aider. C'est que plus tard, souvent elle va venir vous parler de pratiques culturelles avec récolte en verre, pratiquement. Ça c'est quelque chose à et finalement,